Voilà, merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et à tous. On va reprendre nos travaux en cet après-midi autour de ce colloque de restitution. Alors en tout petit préambule, je souhaite remercier grandement Raphaël Dalmasso de m'avoir confié, m'avoir proposé la présidence de cette session de l'après-midi. Je suis évidemment d'autant plus touché et intéressé que c'est une thématique que, on va dire, je file depuis de nombreuses années, puisque depuis la fin des années 90, lors même de ma thèse de doctorat, certes en sciences de gestion, je m'étais intéressé aux plans sociaux, même pas encore au plan de sauvegarde de l'emploi, et donc je suis évidemment extrêmement sensible à ces thématiques et tout à fait ravi de coordonner les travaux. Alors sans plus attendre, après ce petit préambule, je vous propose qu'on présente rapidement l'architecture, on va dire, de cet après-midi. On va avoir un premier cercle académique avec différentes contributions et discussions, d'abord plutôt d'ordre économique, ensuite juridique, et puis après on va élargir le cercle avec des praticiens, avec une DRH qui a mis en place certains des dispositifs, avec deux autres praticiens, mais cette fois-ci plus directement du droit, puisque rentreront en débat deux avocats. Et puis après, il y aura un troisième cercle qui sera cette fois-ci la salle, puisqu'on espère évidemment très largement avoir des questions, peut-être des témoignages, si vous souhaitez. Alors, on va commencer par un premier atelier autour de l'influence des ordonnances Macron, cette fois sur la gestion de l'emploi, avec deux collègues qui vont nous présenter un fragment, on va dire, de la recherche globale qui a été menée aujourd'hui. Et puis, ce papier sera ensuite discuté. Donc, si vous permettez, je vais vous présenter ces collègues. Alors, je vais peut-être en partie me permettre de les représenter, puisque comme nous avons une captation et que peut-être certains de nos auditeurs n'auront pas suivi l'ensemble des séances, ça vaut la peine peut-être de revenir un peu sur le profil de chacun. Donc, à ma droite, Camille Signoretto, donc vous avez investigué déjà ce champ des réductions d'effectifs depuis votre thèse de doctorat, parce que j'ai fait quelques recherches et vous aviez déjà travaillé sur le lien licenciement et rupture conventionnelle. Désormais, vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris-Cité. Vous êtes également attachée au LADIS, mais également à deux autres belles maisons que sont le CEE désormais T et le LEST, et vous avez rédigé de nombreux articles sur la thématique des restructurations et des réductions d'effectifs. Et puis, comme ça a déjà été dit ce matin, vous êtes vraiment une des chevilles ouvrières de ce projet, puisque vous avez co-dirigé cet appel à projet avec Raphaël Dalmasso. Et puis, à vos côtés, Julie Valentin, qui est également maîtresse de conférence à Paris-Sorbonne. Vous êtes attachée au Centre d'économie de la Sorbonne, et là aussi, vos recherches portent sur l'évaluation du droit du licenciement, mais également, si je ne dis pas de bêtises, vous avez aussi travaillé sur des restructurations qui ne disent pas tout à fait leur nom, qui sont en fait les externalisations, hein, si je ne m'abuse. Et donc, vous avez également, bien sûr, participé à cet appel à projet. Alors votre prise de parole va se jouer autour, bien sûr, du lien, de l'influence des ordonnances Macron sur les comportements des entreprises en termes de gestion de l'emploi, aussi bien du côté embauche que du côté des réductions d'effectifs. Et vous allez donc nous proposer un travail autour de l'appariement de deux bases de données et notamment des mouvements de main-d'œuvre. Et après cette première intervention, je me tournerai vers une discutante pour essayer de donner encore un peu plus de relief à votre travail, donc Cécile Bourreau-Dubois, qui est professeure des universités à l'Université de Lorraine, qui est membre du BETA et qui elle-même a déjà travaillé sur les liens entre économie et droit du travail, sur l'évaluation des contentieux, et qui, je crois, a aussi travaillé à partir des DMMO. Voilà, je ne veux pas prendre la parole plus longtemps, je vous la cède avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc nous, on va vous présenter aujourd'hui une partie de la partie quanti du projet, pour lequel on a essayé en fait d'évaluer, puisqu'on est dans
on est bien dans l'évaluation des ordonnances travail, évaluer les modifications qu'ont apporté ces ordonnances par rapport au changement de comportement. Est-ce que ça a eu des effets sur les changements de comportement des employeurs, des entreprises, en matière de gestion de l'emploi, donc gestion de l'emploi prise comme voilà, la façon dont ils embauchent, quel type de contrat de travail, et la façon dont ils se séparent de leurs salariés, donc par les licenciements notamment. Donc pour évaluer ces ordonnances, il faut revenir sur les objectifs. Donc je vais y aller rapidement puisque ça a été déjà abordé ce matin, mais quand même quelques petits mots. L'objectif est donc bien de sécurisation juridique, sécuriser juridiquement le licenciement en modifiant, en changeant le coût indirect ou ce qu'on appelle incertain du licenciement pour les économistes, coût incertain, partie incertaine du coût du licenciement qui est réduit dans les faits via deux effets. On en a discuté ce matin. Donc l'intérêt à agir en justice du salarié qui peut être réduit, qui se trouve être réduit, et les montants d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est réduit. Mais une chose donc, qui a été mentionnée ce matin, mais sur laquelle on va revenir aussi cet après-midi, il ne faut pas oublier que ces ordonnances travail ont aussi introduit une augmentation du coût direct, lui, du licenciement, à travers la hausse des indemnités légales. Donc, jusqu'à 10 ans d'ancienneté, c'était 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, c'est passé à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. Bon, de manière générale, donc, il y avait cette idée de on va accroître la prévisibilité du coût du licenciement, et notamment par rapport en réduisant cette partie incertaine. Mais l'objectif plus général était tourné aussi vers l'emploi. Hein, on le retrouve beaucoup dans l'argumentaire qui était utilisé dans les débats qu'il y a eu autour de la loi. Donc c'était inciter les entreprises à embaucher et à embaucher en CDI, lever les freins, hein, comme Evelyne Servan l'a mentionné ce matin, et il y avait cité d'embaucher en CDI plutôt qu'en CDD, puisqu'aujourd'hui la majorité des embauches se font en CDD. Et donc, voilà, par là même, libérer la création d'emplois, et notamment dans les très petites et moyennes entreprises. Et on vous a mis comme illustration, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais cette phrase qui est tirée donc du rapport au Sénat, il me semble, qui a été remis au président de la République, je ne sais plus si c'était Sénat ou Parlement, mais l'une des deux chambres, où on retrouve bien donc l'idée que ces très petites et moyennes entreprises ne recrutent des salariés avec l'intention de licencier, bien sûr, mais l'incertitude sur le coût d'une rupture potentielle peut le dissuader d'embaucher en contrat à durée indéterminée. Et le barème, par la prévisibilité qu'il donne, permettra de lever cette incertitude et de libérer la création d'emplois dans notre pays, dans ces très petites et moyennes entreprises. Alors c'est très difficile d'évaluer un tel objectif, y compris avec des données quantitatives, parce que d'une part, ces données quantitatives, on ne les a pas l'année N. Ça met du temps à ce que ça remonte aux services statistiques, qu'ensuite ça soit traité par ces services, puisque ça soit ça soit donné en accès aux chercheurs. Donc tout ça déjà prend un certain temps. Ces données, principalement, c'est ce qu'on appelle donc les données MMO, aujourd'hui DSN, donc MMO pour mouvement de main-d'œuvre, DSN pour déclaration sociale nominative. Donc les DRH les connaissent bien ces données, puisqu'ils doivent déclarer, donc c'est une déclaration administrative. Et par ailleurs, nous, ce qu'on a fait aussi, c'est pas forcément le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui, on a regardé, ces données nous donnent voilà, combien il y a d'entrées, sorties, caractéristiques des salariés, des entreprises, mais ça ne nous donne pas beaucoup plus d'informations, et ce qu'on a essayé de faire, c'est on dit, apparier ces données avec des données d'entreprise qui nous donnent des informations sur les comptes de résultats et d'immobilisation financière, donc pour avoir la situation économique de ces entreprises. Alors, c'est pas forcément la partie qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, rapidement, donc l'effet du barème, il y avait plusieurs dimensions quantitatives dans le rapport. L'effet du barème, on en a parlé ce matin. Les effets sur les volumes d'embauche en CDI et licenciement, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, et donc ensuite on a fait un travail plus économétrique sur les changements de comportement des employeurs dans leur décision d'embaucher et de licencier. Donc là je vous renvoie au rapport si ça vous intéresse. Alors, je vous l'ai dit, donc l'idée c'était de sécuriser juridiquement le licenciement
baisser augmenter la prévisibilité du coût du licenciement et de manière générale, en fait, faciliter quand même ces décisions de licenciement. Et par là même, du coup, d'inciter à l'embauche. Donc la première chose qu'on peut regarder pour savoir si ça a eu un effet, c'est de regarder sur le volume global de ces mouvements de main-d'œuvre. Donc là, vous avez le premier graphique qui montre, donc sur une période un peu plus large, forcément, on a pris quand même depuis 2007 et ici jusqu'en 2021, avec l'année 2020, bon, je la commenterai jamais parce qu'elle est très particulière au niveau des mouvements de main-d'œuvre. Donc ici, vous avez l'évolution des entrées par type de contrat. Donc en gros, on est vraiment sur un champ exhaustif. C'est les entreprises d'au moins un salarié en France peut-être métropolitaine, pas tout à fait exhaustive quand même. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une augmentation du nombre d'embauches en CDI qui commence en réalité à partir de 2014-2015. D'accord? Donc, bien avant les ordonnances et même la loi travail de 2016. Et par contre, effectivement, ça s'accélère entre 2016 et 2017. C'est surtout ça l'année la plus forte d'accélération des embauches en CDI. Et puis, ça continue d'augmenter. Donc on a un effet de volume d'entrée en CDI, mais qui est assez déconnecté en fait par contre des lois ordonnances travail ou loi travail. Et à côté de ça, on vous a mis quand même aussi l'évolution des embauches en CDD. Donc là, il faut bien regarder, parce qu'il y a un effet d'échelle en fait qui est hyper important. Les embauches en CDD, là, c'est sur l'axe de droite. Pourquoi? Parce que si vous regardez les nombres, on est autour de 20 millions. C'est aujourd'hui, il faut le savoir, on a plus d'entrées en CDI qu'il n'y a d'effectifs en emploi. C'est assez énorme au niveau des chiffres. Alors qu'au niveau des embauches en CDI, bien qu'elles ont augmenté, on est toujours à 3 ou 4 fois moins. Pourquoi on a mis aussi les entrées en CDD? Est-ce que il y a eu une substitution entre les deux? Bon, on voit que les embauches en CDI continuent d'augmenter. Il n'y a vraiment pas d'arrêt. Je vois que je parle trop. Ensuite, on a voulu, comme l'idée c'était de regarder, de voir s'il y a un effet, c'était surtout l'argument sur les très petites entreprises. Deuxième graphique qu'on a voulu vous montrer, c'est ces embauches par rapport à la taille de l'entreprise. Donc on a distingué 3 catégories de taille sur le graphique. Les entreprises de moins de 10 salariés, c'est la courbe en jaune. Les entreprises entre 10 et 49 salariés. Et les entreprises 50 salariés ou plus. En prenant cette catégorisation, ce qu'on voit, les courbes sont assez... à partir de 2011, elles sont à peu près le même niveau, c'est en nombre, et elles suivent exactement la même tendance. Donc il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de spécificité au niveau de l'évolution par rapport à la taille. On n'a pas vu tout d'un coup beaucoup plus d'embauches en CDI chez les petites. Mais surtout, c'est le deuxième point qu'on a mis, si on regarde juste entreprise de moins de 50 salariés et entreprise de 50 salariés ou plus, on se rend compte qu'aujourd'hui, les entreprises de moins de 50 salariés représentent déjà 2/3 des entrées en CDI. En fait, ce sont déjà des entreprises qui embauchent. Parce que c'est vrai que derrière l'argument, des fois, il faut inciter à l'embauche, notamment chez les petites entreprises, on a l'impression qu'elles n'embauchent pas. En fait, elles embauchent déjà, et elles embauchent déjà plus que leur part dans l'emploi. C'est ce qu'on a mis, part dans l'emploi, c'est 51% en gros des entreprises, les entreprises moins de 50 salariés. Mais bien sûr, donc là j'ai parlé des embauches, donc on ne voit pas de rupture de tendance dans l'évolution des CDI. La seule rupture qu'on voit en fait c'est à partir de 2014-2015. Qu'est-ce qui explique qu'en 2014-2015 ça a augmenté ces embauches en CDI? On peut l'expliquer principalement en fait par un effet de dynamisme économique. Il y a eu une période juste avant, jusqu'au 4e trimestre 2019, avant même le Covid, où on a eu quand même une bonne croissance économique, et ça se ressent tout de suite dans les embauches, mais aussi d'ailleurs dans les ruptures de CDI. Donc maintenant, regardons un peu les sorties de CDI. Est-ce qu'on a eu plus de sorties? Ce qu'on voit donc sur le graphique, c'est de manière un peu synchrone, en fait, à partir de 2015-2016, un petit peu après les entrées, on voit sur la courbe orange, effectivement, une hausse des sorties de CDI. Donc depuis 2016, on a une augmentation assez nette quand même des sorties de CDI. À côté de ça, une hausse continue des fins de CDD. De manière générale,
ce qu'on a voulu essayer de faire passer comme message ici avec ces slides, c'est depuis 2014-2015, on a une augmentation assez nette de la rotation de la main-d'œuvre en CDI, d'accord, des flux d'embauche et de licenciement, de flux d'embauche et de sortie, pardon, pas forcément de licenciement. Et cette hausse de rotation de la main-d'œuvre peut être liée donc effectivement à un meilleur dynamisme économique, peut être lié à plein d'autres peut-être effets de changement législatif, mais nous semble assez déconnecté finalement des seules ordonnances travail 2017. Alors, un peu plus précisément, puisque j'ai dit hausse des sorties, des licenciements au lieu de hausse des sorties, c'est le lapsus, j'y viens. Dans cette augmentation des sorties, qu'est-ce qui explique cette forte hausse? Alors, les graphiques vont être moins visibles s'il y en a deux. Ici, on vous a remis en fait l'évolution des sorties de CDI par type. Donc, dans les mouvements de main-d'œuvre, dans les données, en gros, on a donc démission, licenciement non économique, ce qu'on appelle licenciement non économique dans les données, fin de période d'essai, licenciement économique et rupture conventionnelle. Ici, ce n'est que les ruptures conventionnelles individuelles. Ce qu'on voit, c'est ce qu'il faut rappeler, hein, c'est que la première modalité de rupture du CDI, c'est les démissions. C'était déjà avant les démissions, avant qu'on en parle depuis 6 mois avec la grande démission, c'était déjà les démissions et ça l'est toujours, c'est la courbe en orange. La deuxième, et donc ça a bien augmenté assez fortement depuis 2016. La deuxième type de rupture aujourd'hui qui est assez importante, et c'est finalement ça, presque, alors qu'on n'en parle jamais, le fait en gros stylisé là, de ces dernières années sur la hausse des sorties, c'est les fins de période d'essai. Les fins de période d'essai ont même explosé, c'est la courbe en verte, ont explosé là, depuis 2016. Et ces deux modalités de sortie, démission et fin de période d'essai, expliquent à 80% la hausse observée dans le graphique précédent. On le voit mieux en fait avec ce deuxième type de graphique, qui est ce qu'on appelle donc on part en bas 100, comme si tous les types de ruptures partaient du même niveau en 2014, et on regarde qu'est-ce qui augmente. On revoit fin de période d'essai et d'émission. Les licenciements non économiques augmentent quand même, c'est ce qui va nous intéresser un peu plus après. En revanche, un petit point, les licenciements économiques, donc chers aux juristes, souvent c'est des modalités de rupture qui sont très étudiées par les juristes. Statistiquement, aujourd'hui, les licenciements économiques, c'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose dans les licenciements et dans les sorties de main-d'œuvre. Voilà. Et c'est en baisse, hein, c'est la courbe bleue, c'est vraiment en baisse constante. Donc là, on va se focaliser un peu plus sur les licenciements non économiques pour voir si on se focalise un petit peu sur ces modalités de rupture, est-ce qu'il y a pu avoir quand même des ruptures de tendance? Alors, j'appuie quelque chose? Non, c'est bon. D'accord. Oui. Alors, donc, on va, comme vient de le dire Camille, on va se centrer, on va focaliser l'attention sur le licenciement pour faute. En fait, nous, quand on a travaillé, on a eu le sentiment que si on devait repérer une rupture de tendance à partir des ordonnances Macron, ce serait peut-être, hein, on a mis un point d'interrogation, ce serait peut-être celui des licenciements pour faute. Parce que la dynamique, là on a mis les petits traits pour le faire apparaître, elle paraît quand même relativement différente entre avant les ordonnances Macron, le petit trait pointillé, et après les ordonnances Macron. Alors on a choisi parce que c'est difficile de faire apparaître les petits changements de tendance avec une vision annuelle, donc on a choisi de vous le mettre en trimestre. Moi ça m'a beaucoup amusé les trimestres 4 avant que Camille me recadre et me dise je crois que c'est plutôt la façon dont, et peut-être la dame avec qui j'ai eu l'occasion de manger ce midi me dira, c'est plutôt la manière dont les RH renseignent les DSN, et ça doit sûrement être plutôt au 4e trimestre qu'ils mettent tout ça à plat. Donc c'est pas tellement ça qu'il faut regarder, mais la tendance générale. Donc on a, si on regarde, en fait sur l'ensemble du licenciement pour motif personnel, sur l'ensemble de la période, on a une hausse de 28%. Mais elle est en gros de 9% sur la première période et de 17% sur la deuxième période. Donc avant, hein, si on prend un nombre d'années correspondant. Hein. Donc on peut penser qu'il y a une hausse. Et si on regarde dans ça, c'est l'ensemble du licenciement pour motif personnel. Et comme on le voit, les autres sont assez plats. Et donc pour 81% de cette hausse, elle tient au licenciement pour faute. Donc évidemment, ça nous amène à quelque chose qui a déjà été plusieurs fois discuté.
effectivement, et rappelé par Raphaël tout à l'heure, dans les ordonnances Macron, il n'y avait pas que le barème, il y avait la hausse des indemnités légales, une hausse de 25%. Alors, je vais prendre un exemple qui va revenir. Voilà, pour un agent d'entretien qui, en général, travaille 24 heures en moyenne par semaine, qui gagne 1 000 € par mois en moyenne, ça fait une différence qui peut être assez importante. Au bout de 3 ans, on peut avoir une différence de 250 €, en fait. Dans les indemnités. Donc, on est dans une hypothèse... on voit bien que, tenant compte du barème qui va amener, par exemple, pour une personne qui a 3 ans d'ancienneté, avec le barème légal, à être entre 3 et 4 mois d'indemnité prud'homale perceptible. Si j'oublie le préavis, on a cette différence et cette amélioration d'économie des indemnités légales si le licenciement est qualifié de faute. Effectivement, on aurait pu s'interroger sur cette question-là. Ça dépend évidemment, ces sommes peuvent paraître totalement modiques si on regarde les cas des 30 000 € et 25 000 € qu'on a pu voir. Mais si vous vous rappelez du joli graphique avec les petits points bleus orange de ce matin, en fait, à 3 ans, il y avait des planchers à 6 mois, mais il y avait des gens qui avaient 12 mois, il y avait des gens qui avaient 18 mois. Donc voilà, il y a une question qui est importante là-dessus. Donc on ne prétend pas dire que cette hausse doit être attribuable à la volonté de qualifier pour faute des licenciements qui n'en seraient pas, mais c'est quelque chose qui doit interroger. Il y a l'ensemble des éléments qui sont favorables dans une logique très instrumentale de la rationalité. L'une des manières pour alimenter dans ce faisceau d'indices, on peut aller regarder l'un des éléments qui... Ah oui. Vas-y. Un des éléments qui est intéressant, c'est l'ancienneté. Comme on l'a vu, le changement, il est particulièrement important du point de vue des indemnités prud'homales pour les petites anciennetés. Donc si on regarde comment sont concentrées les indemnités prud'homales, ce qu'on fait apparaître ici, c'est qu'elles sont beaucoup plus... donc là, il s'agit de regarder comment, c'est pas les indemnités prud'homales que je vais décrire, pardon, excusez-moi, comment sont concentrés les licenciements pour faute selon l'ancienneté du salarié. Donc là, ce qu'on présente, c'est selon l'ancienneté du salarié, comment a évolué la part que représente chacune de ces anciennetés. Donc ce qui apparaît ici, c'est que d'année en année, de 2016 à 2019, la part que représentent les plus petites anciennetés a augmenté de manière substantielle, au moins jusqu'à 2 ans. C'est même en fait quand on regarde la dynamique globale, on voit une évolution de toutes les anciennetés. Le nombre de licenciements pour faute augmente avec toutes les anciennetés. Elle augmente graduellement chaque année, sauf à partir de 4 ans où là en fait en nombre, ça ne varie plus, il y a le même nombre, ça ne bouge plus d'année en année. Et évidemment, ça contribue, du coup, ça amène une part décroissante pour les 2 dernières tranches d'ancienneté. Donc, partant de là, on s'est dit, au fond, qu'est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on est en train de raconter une histoire de pratiques déviantes, d'entreprises qui se mettraient? Est-ce que partout, les gens vont se mettre à faire du licenciement pour faute? Est-ce que ça va se diffuser comme pratique? Et donc, on est allé regarder, au fond, comment se répartissait le licenciement pour faute. Je vais y arriver. Comment se répartissait le licenciement pour faute selon les professions. Oui, pardon. Donc... en fait, si vous regardez ce tableau, on fait apparaître que les licenciements pour faute, mais en fait, toutes les ruptures de CDI, sont concentrées sur un petit nombre de professions. Donc si... alors j'avais remis mes chiffres là. Si vous regardez les éléments qui sont là, donc je retourne avec mes agents d'entretien. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une passion pour les agents d'entretien. Les nettoyeurs là, que vous voyez là, ils représentent donc en 2016 presque 8% des licenciements pour faute, alors que leur part dans l'emploi c'est 1,8. Ils sont maintenant à 8,2. Donc s'il y a une diffusion, c'est peut-être un peu de la pratique pour ces salariés. Donc on a en fait quelques champs spécifiques de profession ici. On a beaucoup de champs autour de la vente, de la grande distribution, la petite distribution. C'est vraiment très fort sur les caissières qui sont très très surreprésentées ici. On a le champ du transport et on a les aides à domicile. Mais les aides à domicile, elles sont plus représentées, mais c'est beaucoup moins fort parce qu'elles représentent dans l'emploi à peu près autant que les nettoyeurs. Et la restauration, qui est là de manière très très massive. Restauration qui, elle aussi, est très représentée dans la plupart des modalités de rupture de CDI.
Donc, ce qu'on a plus, c'est une concentration accrue. Donc là, vous avez, en gros, avec ces 16 professions, on a 50% des licenciements pour faute, alors que ces 16 professions représentent 20% de l'emploi. D'accord ? Et ça, on peut le renouveler. C'est aussi très fort dans l'inaptitude et c'est fort dans l'ensemble des motifs de rupture du CDI, mais c'est particulièrement patent ici. Donc, pour conclure, donc on voulait signaler 3 choses. Oui, voilà. On voulait revenir sur la question de comment sont documentés les changements législatifs. On voulait réfléchir aux rationalités qui sont présupposées des acteurs. Et finalement, poser une question plus prospective, qui est un peu en écho avec ce qui s'est dit ce matin, mais qui va sans doute un petit peu plus loin que ce qu'on aurait le droit de dire avec ce qu'on a fait. Donc la première chose, c'est cette question de la connaissance. Sur quelle base sont prises l'ensemble de ces choix ? On voit la question a été évoquée avec les abandons de poste. Les abandons de poste, elles rentrent dans ces licenciements pour faute, mais avec Camille, on est bien placé pour savoir qu'il n'existe aucune source statistique aujourd'hui qui permette d'identifier les abandons de poste. On peut dire que c'est une sous-catégorie probablement du licenciement pour faute, mais c'est bien difficile de les identifier. Et donc, au fond, qu'est-ce qu'on a ? Quelle est la représentation de l'abandon de poste qui a pu créer cette présomption de démission ? Là, Camille l'a bien souligné, on a donc une cible récurrente des petites entreprises qu'il faut absolument inciter à embaucher alors qu'elles embauchent plus que les autres. Elles sont la part la plus embaucheuse. Elles représentent 2/3 des embauches alors qu'elles ne sont que 50%. Donc voilà. Et enfin, quelle connaissance on peut avoir des professions et des situations professionnelles des individus quand en fait, un petit nombre de professions sont dans des situations de vulnérabilité intense, sont en perpétuel mouvement et dont on pourrait se demander comment on pourrait, pour elles, sécuriser leur situation professionnelle et que cette question n'est pas posée. Donc ça renvoie à des choses qui ont été posées, de quelle doit être la cible, quels doivent être les objectifs de ces législations. Donc je reviens juste rapidement, puisque effectivement on a l'impression qu'il y avait une rationalité avec cette idée de ce que les salariés vont indûment contester leur licenciement parce qu'ils imaginent qu'ils vont obtenir des sommes incroyables et donc il faut les ramener à la réalité avec un barème qui va circonscrire ces espérances. Et qu'est-ce qu'on pense des espérances des employeurs ? Parce qu'effectivement, dans la restauration, dans la propreté, dans ces secteurs-là, dans la grande distribution, alors la grande distribution beaucoup moins, dans la sécurité, la propreté, c'est des gens qui se présentent comme des centimiers, qui raisonnent à l'heure, et donc effectivement, augmenter de 25% les indemnités légales, ça pouvait poser un problème. Ça n'a visiblement pas été bien réfléchi. Alors ensuite, la dernière question qu'on peut se poser, c'est au fond, on a... alors, je force le trait, mais c'est une vraie question. Est-ce qu'on n'est pas en train de concevoir une manière de restructurer, de construire et de concevoir ce que doit être le droit du travail avec l'envie de plus en plus de le laisser se rapprocher d'un simple achat d'heures, de prestations, ce serait encore bien, mais presque d'achat d'heures, pour l'ensemble de cette population. Les populations qu'on a décrites tout à l'heure, elles sont en croissance. Elles sont en croissance, ce ne sont pas des professions qui sont appelées à disparaître. Il y a plus d'agents d'entretien, plus d'aide à domicile, plus de tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de construire ? On a vraiment en plus le sentiment que c'est une rationalité très mal venue. On est de l'ordre de décisions qui sont troublantes, puisque finalement, si le coût de séparation se trouve à baisser, eh bien le coût d'embauche, lui-même aussi, indirectement, se trouve à baisser. Donc il y a une moindre sélectivité des salariés, un désintérêt sur ce moment particulier qu'est le recrutement, peut-être, qui alimente vraisemblablement une partie de la rotation, et on peut s'interroger sur le fait que cette rotation et cette pénurie de main-d'œuvre qui est avancée par les employeurs, elle peut aussi en partie résulter de ce mouvement frénétique qui se met en place avec, comme on le voit, des mouvements, comme l'a montré les graphiques, des mouvements beaucoup plus intenses de l'ensemble des séparations et des embauches. Voilà, grand merci pour cette présentation qui a parfaitement respecté les temps, qui a des dynamiques, ça nous a fait passer à l'abri de la fatigue post-prandiale. Mais pour donner encore un peu plus de relief à votre travail, je me tourne vers Cécile Brouille-Bois. Merci. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon.
Alors, Yves m'a demandé d'être synthétique, donc je pensais vous remercier largement, mais voilà, mes remerciements vis-à-vis de cette invitation vont être brefs, mais sincères. Voilà. Et comme l'a rappelé Yves, j'étais particulièrement intéressée d'être présente aujourd'hui parce que ça fait écho à des choses sur lesquelles j'ai travaillé il y a déjà 15 ans. C'est à cette occasion-là que j'ai pu rencontrer Evelyne et Julie, donc j'étais vraiment ravie de pouvoir intervenir aujourd'hui. Alors, mon commentaire sera triple. Le premier, c'est que, au regard de mon ancienneté sur le champ, je peux dire que les travaux qu'ont menés Camille et Julie s'inscrivent dans la continuité de travaux en économie du travail qui sont initiés déjà depuis 15 ans, 20 ans. Donc la question de recherche en économie, en tout cas, n'est pas nouvelle. Et ça remonte à l'époque où les économistes s'intéressaient à la fameuse législation de protection de l'emploi et de ses effets sur les performances macroéconomiques du marché du travail. Et donc, dans cette perspective-là, ce qui intéresse les économistes, c'est les coûts directs et indirects qui peuvent être associés au comportement d'embauche et au comportement de séparation et tout ce qui se passe au moment des licenciements et peut être intégré dans cette logique-là au moment du recrutement comme étant des coûts éventuels à supporter en cas de séparation à venir. Donc, c'est l'époque où on a un certain nombre de travaux qui avaient une certaine, audience de la part d'économistes comme Cahuc, Kramars, Blanchard, Tirole, qui ont travaillé sur ces questions-là et qui appelaient déjà de leur vœu la réduction de l'insécurité juridique au regard de l'aléa que représentait le risque prud'homal et l'aléa sur le quantum qui pourrait être aussi attendu si les juges prud'homaux donnaient raison aux salariés. Et donc aussi, on retrouve l'hypothèse qui a été évoquée sur le fait que ces aléas, cette insécurité juridique serait préjudiciable aux ajustements sur le marché du travail en réduisant les incitations à licencier, mais aussi en réduisant les incitations à licencier en cas de non-adéquation entre les besoins de l'entreprise et les compétences ou les performances des salariés. Alors, ce qui était aussi l'autre caractéristique qu'on pouvait évoquer concernant ces travaux, rétrospectivement, je me dis que ces travaux-là, à cette époque-là, étaient finalement relativement généraux et s'appuyaient sur des travaux économiques assez, on va dire, qu'on pourrait dire aujourd'hui empiriquement peu robustes sur le plan macroéconomique ou microéconomique, parce que finalement, les données qui étaient mobilisées étaient relativement, limitées. Enfin voilà, il y avait plein d'éléments qui faisaient qu'on était quand même sur des grosses intuitions, quoi. Alors, ce qui me semble intéressant de constater, c'est qu'en 20 ans, les questions n'ont pas fondamentalement changé. En revanche, ce qui a changé, c'est le traitement empirique de la question et qu'on a vraiment gagné en robustesse de ce point de vue-là, parce que d'une part, les chercheurs ont accès désormais à des bases de données qui sont beaucoup plus riches, que ce soit en termes de variables, notamment grâce à l'appariement des données des DMMO avec les données phares. Et donc, dans l'article dont tu faisais référence, auquel j'ai contribué, on n'avait travaillé que sur les DMMO parce qu'on pouvait pas, on aurait bien aimé mettre l'information sur les variations d'activité de l'entreprise, mais on n'avait pas accès à la base qui permettait de le faire. Donc vraiment, il y a les chercheurs ont pu désormais peuvent travailler avec des données qui sont beaucoup plus riches. Et par ailleurs, sur le plan économétrique, on a fait aussi beaucoup de progrès en 20 ans, et donc on est en mesure de déployer des méthodes qui permettent de mieux estimer ce qu'on appelle en économie les effets causaux. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut, techniquement, on est mieux équipé pour pouvoir essayer de répondre à la question qui est est-ce que ce qui se passe du côté des règles en matière de licenciement peut avoir des impacts sur les flux sur le marché du travail. Et je dois tirer mon chapeau à Camille et à Julie, parce que je suis pas économètre, c'est pas ma spécialité, mais je sais reconnaître qu'il y a vraiment un très gros travail derrière. Et là, ça vous semble complètement, je pense que on vous rendez pas compte du travail qu'il y a en amont sur le traitement des données et ensuite leur exploitation statistique. Donc bravo à vous pour le travail accompli. Mon deuxième point porte sur les résultats vraiment intéressants que vous avez mis en avant. Alors finalement, parce que le temps est compté, j'ai plutôt mettre le focus sur finalement un point qui n'est pas le cœur de l'objet de ce que vous avez fait, mais qui, je trouve, est plus intéressant que ce pourquoi vous avez fait l'étude au départ. C'est ce que vous avez dit sur, finalement, l'enquête permet
enfin en tout cas le traitement des données que vous avez fait, met en valeur probablement une évolution de ce qui est en train de se passer sur une partie du segment du marché du travail, et qui conduit à dire que la dichotomie dans laquelle, qu'on présente généralement en disant voilà, il y a finalement deux grandes catégories d'emplois. Il y a les CDI qui sont les emplois de qualité qu'on oppose aux CDD qui seraient les emplois de mauvaise qualité. Et voilà, moi j'ai grandi, j'ai fait mes études avec cette idée. Il y a les formes classiques d'emploi et puis il y a les formes particulières d'emploi. Et il y aurait vraiment une division bien claire entre les caractéristiques des emplois associés et que les uns seraient les CDI, les contrats qui assurent la garantie, la sécurité aux salariés, et les CDD seraient l'insécurité, le gage de l'insécurité. Mais au regard de ce que vous montrez et puis d'autres éléments qui vont dans ce sens-là, on s'aperçoit que alors pas pour l'ensemble du marché du travail, mais pour les professions dont vous êtes en train de parler, que vous avez mis en évidence, c'est que les employeurs proposent des emplois en CDI parce que ils ont énormément de mal à recruter. Donc clairement, on peut imaginer que c'est un argument pour attirer des salariés sur ce type de métier en tension, tous ceux que vous avez énoncés. Mais pour autant, c'est pas des employeurs qui cherchent une stabilité. Enfin, ils cherchent pas une main d'œuvre stable. Et donc finalement, le CDI couplé avec on va dire l'instrument de licenciement pour motif personnel qu'on a simplifié. Le fait que la démission est aussi un instrument qui est largement mobilisé par les salariés, finalement, c'est assez proche d'un CDD. Enfin, je veux dire, en termes de type d'avantage, coût-avantage, finalement, peut-être même que dans certains cas, c'est plus intéressant de recruter quelqu'un en CDI que de le recruter en CDD. Et j'ai à l'esprit des remarques que m'avaient fait, par exemple, des étudiants d'AES qui me disaient qu'ils travaillaient beaucoup, qui étaient étudiants salariés, qui travaillaient dans la grande distribution, et ils étaient en CDI. Et il m'avait dit, mais en fait, c'est pas nous qui demandons à être en CDI, c'est l'employeur qui nous dit, c'est plus pratique pour moi, avec l'idée que, de toute façon, les étudiants, c'est une main-d'œuvre, on va dire, instable, et que donc, ils ont plus envie, ils font autre chose, ils partent en Erasmus, ils démissionneront, et puis on trouvera quelqu'un d'autre. Donc finalement, dans ce que vous avez présenté, j'ai trouvé que c'était vraiment, même si c'était pas l'objet de la question, finalement c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant sur ce que ça pouvait dire sur les transformations auxquelles qu'on observait sur le marché du travail. Et j'aurais bien aimé, mais ça c'est pour ma gouverne personnelle, c'est-à-dire que le tableau que vous avez fait sur les licenciements pour motif personnel par le focus que vous avez fait sur la part que représentent tous ces métiers dans les licenciements pour faute grave, de le faire pour tous les types de sorties, mais vous y avez répondu en disant que finalement ils sont surreprésentés dans toutes les motifs de sortie. Et ma troisième remarque et dernière remarque, elle est d'ordre méthodologique et plus générale, c'est que les travaux que vous avez menés mettent bien en évidence que mesurer empiriquement l'impact des normes juridiques, en l'occurrence les ordonnances travail, sur les comportements des entreprises reste quand même une opération particulièrement délicate sur le plan méthodologique. Alors certes, c'est ce que je disais en préambule, on dispose de plus en plus d'informations sur les caractéristiques des entreprises, ce qui permet de contrôler de plus en plus de facteurs. Donc, dans le chapitre que vous n'avez pas présenté, vous contrôlez des variations d'activité. Enfin, comment on peut contrôler ce qui se passe aussi du côté de la position de l'entreprise sur le marché, et qu'il faut aussi prendre en considération cet aspect-là pour dire des choses sur quels sont les facteurs qui jouent sur les pratiques en matière de recrutement et d'embauche. Cependant, même si on gagne de ce côté-là, il y a l'autre côté qui est la façon dont on mesure la variable expliquée, ce qu'on cherche à expliquer, en l'occurrence le comportement là en l'occurrence la décision de licencier. Il me semble que on gagne pas en qualité de la mesure de cette variable. Pourquoi ? Parce que finalement, cette variable-là, on la quantifie à partir des déclarations qui sont faites dans les DMMO, et les déclarations des DMMO, c'est des catégories préexistantes qui correspondent à celles du droit du travail. On sort, la personne a quitté l'entreprise parce qu'elle a été licenciée pour licenciement, pour démission, pour fin de période d'essai. Et effectivement, conceptuellement, on a bien cette idée que chaque type de sortie de CDI correspond à
un profil particulier, un motif particulier, un motif juridique associé à un type de sortie. Et pour autant, quand on écoute voilà, les acteurs de terrain, et c'est pas du tout ma partie, mais en sondant un petit peu voilà, autour de moi, en allant voir dans mes archives, qu'est-ce qu'on disait il y a 15 ans sur ces questions-là, voilà. Finalement, le motif qui est enregistré dans les DMMO, c'est le résultat de tout un processus en amont qui est que les acteurs, à la fois les salariés et les employeurs, se sont saisis de normes juridiques qui sont à leur disposition, que celles-ci soient relatives à la rupture du CDI, mais aussi à celles qui peuvent concerner les modes d'indemnisation du chômage et les conditions auxquelles on peut avoir accès aux allocations chômage. Et du coup, c'est en faisant, voilà, en mobilisant l'ensemble de ces dispositifs que, au final, on arrive à un motif particulier de fin de CDI, mais qui peut, si je le dis vite, on peut considérer que c'est une forme d'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'on va trouver l'outil, enfin, on va trouver le motif de sortie qui permet finalement de concilier les intérêts des uns et des autres en intégrant le rapport de force qui peut exister entre l'employeur et le salarié. Et donc finalement, ce qui sort en bout de course dans les DMMO, c'est voilà, le motif de sortie qui finalement arrangeait les uns et les autres, sans que pour autant, finalement, ce qu'on mesure corresponde à la réalité de ce qui s'est passé en amont. Du coup, ça fragilise, enfin, ça invite à être quand même très prudent sur ce qu'on peut dire sur de l'effet des ordonnances Macron, en l'occurrence, sur les pratiques en matière de licenciement. Et donc, je pense qu'il y a des tas d'exemples qu'on peut donner, côté employeur comme côté salarié, sur des phénomènes de substitution entre motifs, alors même que Enfin, la réalité est la même, mais dans les années 2000, il y avait une hypothèse selon laquelle, par exemple, les entreprises peut-être avaient privilégié plutôt les licenciements pour motifs personnels que pour licenciements économiques, pour certaines bonnes raisons, que Evelyne a travaillé sur la concurrence entre rupture conventionnelle et licenciement pour motif personnel. Aujourd'hui, on pourrait se dire, si le coût du licenciement pour motif personnel diminue, bah, peut-être que les ruptures conventionnelles sont plus si avantageuses que ça. Mais donc, finalement, les acteurs mobilisent une palette d'outils. Et il ne faut pas oublier, c'est ce qui a été dit, mais avec un autre angle, mais sur le fait qu'il faut aussi mobiliser les dispositifs qui sont proposés par la protection sociale. Et donc clairement, dans ces histoires de licenciement, le fait que le salarié peut ou non prétendre aux allocations chômage doit être pris en considération sur ce qu'il va être prêt à accepter ou à ne pas accepter. Et donc, on ne peut pas, voilà, analyser ce qui se passe du côté du contentieux prud'homal, des évolutions législatives sur le sujet, sans tenir compte aussi de ce qui se passe du côté de l'indemnisation chômage. On en discute à midi. La réforme actuelle qui conduit à réduire la durée pendant laquelle les salariés vont pouvoir être indemnisés va certainement interagir avec ce qui se passe du côté du contentieux prud'homal. Donc, il me semble, même si c'est pas mes spécialités, il me semble quand même que sur ces sujets-là, si on veut gagner en qualité dans l'évaluation de l'effet des normes juridiques sur le marché du travail, c'est ne pas regarder que, on va dire, un dispositif en particulier, mais la façon dont l'ensemble des dispositifs s'articulent. Et évidemment, c'est un vrai challenge. C'est-à-dire que autant conceptuellement, on l'entend bien, autant après, quand on a le souci de faire de l'économie appliquée, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est une autre paire de manches. Enfin, ça devient relativement complexe, mais c'est tout l'intérêt de l'exercice, voilà, la beauté de l'exercice. Je vous remercie. Merci beaucoup.